Donc, je vais partager. Désolée, elle close l'enregistrement. Voilà, partager. Hop. OK. Donc là, je vais vous partager mon écran, voilà qui est fait, pour vous expliquer un peu ce qu'est la Fédération Gay-Lussac et vous mettre un petit peu en appétit sur ce qu'on va vous raconter par la suite. Alors, ah ben ça avance pas. Zut. Ah si, ça y est. Donc la Fédération Gay-Lussac, c'est, comme je vous le disais en préambule, une fédération qui regroupe 20 écoles, les 20 écoles de chimie et de génie chimique qui sont réparties sur le territoire. Nous sommes 20, nous travaillons beaucoup ensemble. Nous avons d'ailleurs ensemble 5 classes préparatoires intégrées, une à Rennes, une à Clermont, une à Lille, une à Pau et une à Strasbourg. Et donc, nous avons aussi des classes pour les étudiants internationaux chémistes qui sont situés dans un certain nombre de nos classes. À l'origine, c'était qu'à Rennes, et puis je crois que maintenant, il y en a ailleurs, à Lille et à Strasbourg notamment. Attends, bah non, mais là, il faut mettre autorisé au bout d'un moment. Et nous avons 2 programmes en Chine, un programme qui s'appelle Chimie Shanghai et un autre qui s'appelle Chimie Pékin. Je vais commencer par Shanghai parce que c'est le plus vieux et nous accueillons dans nos cursus des élèves issus de ces programmes-là. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous planter le décor. Il se trouve que les 20 écoles sont aussi très liées avec les entreprises et le secteur d'activité de la chimie. En fait, la chimie, c'est à la fois une matière, un secteur d'activité, des écoles, et du coup, ensemble, en fait, on essaye de répondre au mieux aux attentes des élèves qui veulent faire cette matière ou qui veulent devenir ingénieur chimiste. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas du tout dispersé, en fait, hein. On est vraiment solidaires et je crois que c'est une des choses qui nous caractérise, c'est qu'on est solidaires, les entreprises, les écoles entre elles et les secteurs d'activité en général. Voilà, donc je vous ai mis la carte des écoles. Donc je vous laisse faire le lien, hein, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire où est Paris, où est Lyon, etc. Donc les écoles sont classées par ordre alphabétique. Et donc vous voyez qu'effectivement, on est bien répartis sur tout le territoire. Alors, on est répartis sur tout le territoire. Vous allez me dire, il y a des petites couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, les petites couleurs, le rose, ce sont les écoles, comme vous le voyez ici, donc 20 écoles. Parmi ces 20, nous en avons 5 qui proposent des classes préparatoires intégrées à la Fédération Gay-Lussac, c'est-à-dire qui ouvrent les portes aux 20 écoles. Nous en avons 6 en vert qui proposent leur propre prépa en addition ou leur propre cursus. Merci. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Là, il y a un bruit, je ne sais pas d'où il vient. Et donc, ces écoles-là, elles proposent leur propre soit cycle, soit, si vous regardez l'INSA, bon, c'est des admissions à bac un peu particulières. Et enfin, nous en avons 6 qui proposent des diplômes en apprentissage. C'est le petit rond orange. Donc, vous les situez. Voilà, elles proposent des formations à l'apprentissage. Donc, vous voyez que c'est tout à fait réparti sur le territoire et que donc, on propose également un certain nombre de choses en apprentissage et nous avons à peu près toutes les modes de fonctionnement. Donc, ce soir, bien évidemment, on est plutôt fixé sur les recrutements à bac, puisqu'on a un autre live au mois de mars qui, lui, parlera des admissions à bac plus 2. Enfin, si d'aventure vous avez une question à poser à ce niveau-là, on pourra bien évidemment y répondre. Alors, à nous toutes, nous représentons à peu près 6 000 élèves en formation. J'ai mis les chiffres ronds. Hein. On diplôme 1 600 diplômés par an. C'est assez constant. Hein. On est en adéquation avec le marché de l'emploi, puisque un de nos métiers, c'est de former des ingénieurs pour l'entreprise et qu'il ne s'agit pas de former plus d'ingénieurs que le marché en a besoin. Donc, actuellement, l'emploi se passe très bien, y compris dans le domaine de la chimie, qui, quelquefois, dans les années passées, a eu plus de problèmes. Là, moi, personnellement, je reçois des offres d'emploi sur mon mail à diffuser à l'ensemble des écoles, des offres d'emploi ou de stage. Et aujourd'hui, j'en avais encore 4 ou 5. Hein. Donc, pour vous dire que c'est quand même quelque chose qui est vraiment soutenu. On a 120 laboratoires de recherche
qui sont CNRS, hein, pour la plupart, je ne crois pas me tromper en disant ça, qui est quand même assez importante. Donc, ça représente 1000 doctorants et 300 thèses soutenues par an, mais on fait aussi de la formation continue dans nos établissements. Alors, plus ou moins selon les établissements, mais sachez qu'on peut aussi continuer à se former dans le domaine de la chimie. Et c'est enfin, donc évidemment, la formation scientifique, elle est de haut niveau, mais elle n'est pas isolée. Ça veut dire qu'on a aussi une formation au management qui permet après à l'élève ingénieur ou à l'ingénieur de pouvoir exercer son métier de façon avec une équipe et dans un groupe. Une ouverture sur le monde et une formation pluriculturelle. Ben, l'ouverture sur le monde, on a 2 écoles en Chine. On accueille régulièrement des étudiants étrangers dans des classes particulières qui sont les classes kémistes. Et on a un groupe, une task force à la Fédération de Gay-Lussac qui s'occupe uniquement de l'international. Et actuellement, on est en train de travailler avec les Indiens et puis les Colombiens. Voilà, pour vous dire que on n'est pas franco-français, mais très ouvert sur l'extérieur. On est un tremplin vers tous les secteurs industriels, dans la mesure où, évidemment, nos élèves sont ingénieurs chimistes, donc vont dans les entreprises, dans les secteurs industriels de la chimie, de la cosmétique, de la pharmacie, mais pas que, puisque des ingénieurs chimistes, on en a besoin partout. Donc, il y a des ingénieurs chimistes partout. Un acteur majeur de la recherche et de l'innovation, ça va de soi, mais il ne faut pas négliger aussi la vie étudiante qui est très riche et qui est un facteur d'épanouissement de nos ingénieurs, de nos élèves ingénieurs, vie étudiante qui va aussi leur servir quand ils vont chercher du travail, parce que avoir participé à des associations, avoir eu une vie, entre parenthèses, extrascolaire riche, c'est aussi un des éléments de distinction et un élément plus pour après aller dans le grand bain de l'entreprise. Alors, je ne vais pas en parler plus de la Fédération Gay-Lussac. Vous avez, pour nous joindre, évidemment, notre site internet. Vous avez ici www.20écolesdechimie.com. Là, vous avez à peu près tous les renseignements possibles et inimaginables. Sachez qu'on a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner à partir de ce site internet. On a des interviews régulières. On a une série de podcasts qui est, ma foi, très intéressante. Une série qui s'appelle Vie ma chimie, que nous faisons avec des jeunes chimistes de la SFC, la Société française de chimie, de façon à expliquer voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est chimiste dans une entreprise, dans un labo. Donc ça, c'est en collaboration avec cette société savante. Ensuite, on a une série de podcasts qui s'appelle La Parole à, et qui donne la parole à des chimistes ou pas, des gens de l'entreprise, des chercheurs. Et là, la newsletter qui va sortir à la fin de la semaine donne la parole à 2 jeunes chercheurs qui ont été primés à l'Académie des sciences, puisque nous avons un prix avec l'Académie des sciences, et qui fait beaucoup dans la pluridisciplinarité et qui montre comment, en étant pluridisciplinaire dans les sciences, on arrive à faire des découvertes importantes. Elle s'adresse surtout au secteur médical. Et enfin, on a une autre série de podcasts qui s'appelle non pas Vima, aide-moi Isabelle, j'ai un trou. Une autre série de podcasts qui s'intéresse, elle, parce qu'Isabelle ne m'aide pas. Alors, pardon, j'avais désactivé mon micro. Puits de science, tu l'en rajouté? Puits de science, voilà. Puits de science, excusez-moi. Puits de science, donc Puits de science, c'est fait pour expliquer la science. En général, c'est un chercheur de nos écoles et un autre spécialiste. Et là, c'est un chercheur sur cette newsletter-là et sur ce podcast-là, c'est un chercheur et un toxicologue qui s'occupe sur la toxicité des produits chimiques. Oui, non, comment on fait et est-ce que c'est rédhibitoire ou pas. Voilà. Donc tout ça, c'est sur notre site, accessible à partir de notre site internet. Et vous avez également tous les réseaux sociaux, Facebook,
Twitter, YouTube, et nous allons nous lancer tout à fait prochainement sur LinkedIn et sur Instagram. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si mes collègues trouvent que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas. Complétez ce que je viens de dire. L'objet, ce n'est pas que je vous dépeigne la Fédération Gay-Lussac en long, en large et en travers, mais c'est qu'on vous explique à niveau bac comment ça se passe, que vous allez y faire et comment vous allez y rentrer. Voilà, donc je passe la parole à Vincent Ferrière, donc de Rennes, qui va vous expliquer tout ça, peut-être certainement mieux que je ne pourrais le faire. Merci Christine. Voyez-vous l'écran? Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Oui. Oui, parce que moi je ne le vois plus. C'est pas grave. Donc c'est parti. Bonsoir à tous. Donc Vincent Ferrière, je suis effectivement responsable des cycles préparatoires à Rennes. Et la présentation, je la fais également au nom de mes collègues des 4 autres centres de la FGL. Et puis, si Anne et Jean-Philippe veulent intervenir et compléter mes propos, qu'ils n'hésitent pas. Alors, donc le but de ces classes prépa intégrées, c'est de former des ingénieurs en chimie et en génie chimique. Comment peut-on procéder pour accéder à ces écoles-là après le baccalauréat? Donc après un baccalauréat de général, il est possible évidemment de faire des classes préparatoires générales aux grandes écoles qui, après concours, peuvent donner accès à ces 20 écoles de la FGL en première année de cycle ingénieur. Mais depuis 30 ans maintenant, la FGL a également créé des classes préparatoires intégrées et depuis 20 ans, un cycle international directement accessible après le baccalauréat, qu'il soit français ou avec des équivalents étrangers. Pour accéder au cycle CPI et chémiste, ce cycle dure comme une classe préparatoire classique 2 ans et sans concours, cette fois-ci, les élèves peuvent accéder au cycle ingénieur dans l'une des 20 écoles. C'est-à-dire que nous avons donc 5 centres en France, mais les 20 écoles sont accessibles à partir de ces 5 écoles. Alors, les points forts de ce CPI, de la FGL, évidemment une formation qui est ciblée sur la chimie et le génie chimique, mais qui se repose également sur une formation importante en mathématiques et en physique, parce que ce sont des outils qui sont indispensables pour pouvoir exercer son métier à l'avenir. Évidemment, tous les métiers ne requièrent pas toutes les mêmes compétences et les mêmes niveaux en mathématiques et en physique, mais nous, notre but et notre rôle dans la classe préparatoire, c'est d'ouvrir le maximum de possibilités et d'écoles à tous nos étudiants en CPI pour qu'ils puissent accéder avec la même réussite à ces 20 écoles. Le fait que ce soit réparti sur 5 écoles sur le territoire, il y a donc un maillage territorial, certes, mais c'est également la possibilité pour nous de pouvoir gérer des promotions à taille humaine, généralement dans des classes de 25 à 50 élèves. Il y a une ouverture internationale, comme il a été dit, pas simplement dans le cycle chémiste, mais également et aux sciences humaines, à la gestion, à la géopolitique, à l'informatique, parce que toutes ces disciplines-là, toutes ces compétences vont se retrouver dans le métier d'ingénieur. Les écoles, chaque école possède sa propre équipe pédagogique. Comme les équipes les promotions sont relativement resserrées, ben les équipes sont également resserrées et ça ne nous empêche pas de travailler très régulièrement ensemble sur les 5 sites. Globalement, 260 à 270 places sont accessibles pour la rentrée prochaine, réparties sur les 5 écoles. Et puis, il y a également, donc comme je le disais tout à l'heure, à l'issue des 2 années, si l'étudiant a bien 10 de moyenne
à l'issue de la deuxième année, à ce moment-là, il aura accès sans concours à l'une des 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Donc, je ne reviens pas ou très rapidement sur cette présentation que vous a faite Christine tout à l'heure. Encore une fois, donc les CPI sont situés à Rennes, à Lille, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand et à Pau. Donc, je passe ceci. Comment pouvoir postuler maintenant sur ces CPI? Tout d'abord, enfin, exclusivement, j'ai envie de dire, même par Parcoursup. Donc, vous avez la présentation ici. Il suffit pour vous d'indiquer CPI FGL, CPI Chimie FGL ou Chimie Clermont-Ferrand, comme vous voulez, ou l'un des 5 centres, et vous tomberez sur la page correspondante sur Parcoursup à nos 5 écoles. Les 5 sites ont exactement la même présentation. Cette année, le ministère nous a demandé de présenter un peu plus clairement à toutes les écoles, à toutes les formations, comment accéder à ces établissements, comment accéder à cette formation. Donc, nous, la sélection post-bac se passe en 2 temps. Le premier, c'est une analyse des résultats scolaires sur essentiellement les matières scientifiques, évidemment, mais on va tenir compte d'un ensemble de disciplines pour aller chercher l'ouverture d'esprit, notamment de nos candidats. Et un jury va se réunir pour définir une barre d'admissibilité, et à partir de ce moment-là, on va procéder à un deuxième temps à une audition qui est essentiellement un entretien de motivation. Le partage qu'il y a dans ces cas-là, c'est que la note finale est basée, on va dire, pour un peu plus de la moitié sur les résultats scolaires et pour la deuxième moitié sur ce qu'est l'étudiant, ce qu'il a réussi à nous faire passer sur sa motivation, ses compétences, son savoir-être. Donc cet entretien qu'il est important de préparer, c'est un entretien qui est un entretien d'échange, de motivation. On n'ira pas interroger sur la dernière équation de chimie ou en mathématiques, ça n'a pas d'intérêt pour nous, c'est fait dans le cadre du lycée. Au cours de cet entretien, on parlera nécessairement des métiers d'ingénieur, des secteurs, de ce que souhaiterait devenir le jeune qui postule à nos écoles. On essaiera d'évaluer également sa connaissance de notre réseau. Le plus important, encore une fois, est de bien se préparer, de répondre à des questions qu'on s'est posées avant l'entretien, et n'hésitez pas de nouveau à regarder Parcoursup parce que des informations, des conseils vous sont donnés sur le site correspondant à CPI FGL. Le lieu d'entretien dépend de l'endroit où vous vous trouvez la majeure partie du temps. Donc, vous avez ici représenté la liste de l'ensemble des villes où nous proposons des entretiens en physique, en direct. Parfois, il est possible d'avoir un entretien en visioconférence, notamment quand on se situe dans les dom-toms ou dans des lieux un peu plus éloignés et quand on est un étudiant étranger également. Donc, encore une fois, pour postuler CPI et Chémiste, il vous suffit d'indiquer CPI Chimie Gay-Lussac pour accéder à ces CPI de la FGL. Pour ceux qui seraient issus d'un bac technologique STL en ayant fait l'option physique, chimie et laboratoire, vous avez la possibilité d'accéder à une classe préparatoire adaptée qui est présente uniquement sur le site de Rennes et qui s'appelle CITI pour tremplin ingénieur, cycle préparatoire pour tremplin ingénieur. C'est évidemment un cycle dont l'enseignement a été adapté et renforcé progressivement en mathématiques, en physique, mais également en chimie. Alors, un déroulé qui est important de garder en mémoire pour vous,
quand on postule. Donc, évidemment, vous savez que Parcoursup est dorénavant ouvert. Et la clôture des vœux est aux alentours du 9 mars. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour clôturer vos vœux. C'est important de bien avoir finalisé ces vœux. Il n'empêche qu'il vous reste après un peu de temps pour apporter des lettres de motivation jusqu'au mois d'avril. Ensuite, au mois de mars, les épreuves du baccalauréat des enseignements de spécialité sont positionnées, programmées du 20 au 22 mars. Et la clôture de la phase principale de ce Parcoursup est positionnée au 13 juillet. Entre-temps, entre le mois de mars et le mois de juillet, auront lieu donc ce jury de sélection, où on aura sélectionné pour audition au 19 avril un grand nombre de candidats. Et puis, les auditions se dérouleront sur une période de 3 semaines entre le 24 avril et le 16 mai pour pouvoir auditionner et transmettre les résultats au ministère. De nouveau, il y aura un classement puisque les points obtenus lors de l'entretien seront additionnés au premier classement. Et puis ensuite, les étudiants pourront répondre aux inscrits, à leurs vœux à partir du 1er juin. Globalement, chaque année, nous avons entre 1500 et 1600 dossiers et plus de 600 à 700 étudiants sont auditionnés pour, comme je vous le disais en préambule, en intégrer 270 sur les 5 centres. Quel est cet enseignement maintenant que nous avons en CPI? Majoritairement des sciences, évidemment, mais il y a également des langues, des humanités, de l'informatique, de la géopolitique, de la gestion, pour l'ouverture d'esprit, et en sciences, essentiellement de la chimie, évidemment, ce qui fait une deuxième différence par rapport aux classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, en plus du fait qu'il n'y a pas de concours. Et puis, il y a des mathématiques et de l'informatique et de la physique pour pouvoir, encore une fois, accéder au maximum de secteurs disciplinaires et de secteurs pour le monde de l'industrie. Donc, quels sont les grands secteurs qui sont traités dans nos écoles? Bien, le génie chimique, les biotechnologies, la chimie analytique, l'environnement, l'eau, l'air, la chimie organique, et puis la chimie des matériaux. Là, vous avez un exemple de répartition dans une école entre le tronc commun langue, le tronc commun management, sécurité, qualité et sécurité au travail, développement durable, un projet personnalisé qui est présent dans toutes les écoles, et puis le tronc commun scientifique qui, évidemment, représente une grande partie de cette formation. Les débouchés, très nombreux. Je vous mettrai même presque au défi de trouver un secteur d'activité où la chimie n'apparaîtrait pas. Donc, vous avez le développement durable, la chimie, évidemment, le domaine de l'environnement, la cosmétique, l'électronique, les matériaux, l'énergie, les énergies de manière générale, la construction, la pétrochimie. Évidemment, on est obligé également de citer tout ce qui est agroalimentaire, biotechnologie, santé, pharmacie. Et on retrouve également certains de nos ingénieurs dans des secteurs tels que la finance, la banque ou l'assurance. De manière, alors ici un petit récapitulatif des entreprises répartition par fonction, parce que le métier d'ingénieur, c'est également une fonction. Donc, on retrouve de nos anciens diplômés dans la R&D, dans l'assistance, la production, la maintenance de tous les appareillages correspondant à la production, l'ingénierie, le conseil, la production, évidemment, la qualité, la sécurité, les systèmes informatiques,
tout le domaine commercial et l'ingénierie d'affaires. Et puis également une petite partie, mais qui est de plus en plus importante vu les circonstances internationales actuelles, qui est l'approvisionnement, la logistique au niveau international. Voici pour quelques présentations, quelques mots-clés. Maintenant, je cède de nouveau la parole à Isabelle, à Christine, pour animer cette JPO virtuelle. Voilà. Merci, Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que Jean-Philippe ou Isabelle auraient quelque chose à rajouter? Si oui, prenez la parole. Sinon, Isabelle, je te laisse présenter la suite. Oui, alors peut-être, Vincent, est-ce que tu peux fermer la présentation qui est ouverte là? Oui, merci. Et Sheima est là. On vous propose un tout petit échange avec Sheima Boukarkat, qui est étudiante en première année du cycle ingénieur à, rappelez-moi où vous êtes, à l'ENSICAN. Après une CPI à l'ECPM à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer rapidement pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire de la chimie? Pourquoi vous êtes rentré en CPI? Pourquoi vous avez choisi une CPI de la FGL? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Comment faire votre choix? Après l'obtention de mon bac en 2020, j'ai choisi de faire une CPI. J'ai choisi la CPI plutôt qu'une autre formation parce que je sais qu'en CPI, on est dans une formation continue qui est basée sur des évaluations progressives. On n'a pas de concours en fin d'année. Donc, ça correspondait le mieux au parcours que j'ai pu avoir au lycée, un travail régulier. Et comparé à à des formations, par exemple, qu'on peut avoir à l'université, je trouve qu'en CPI, c'est beaucoup plus complet. Au niveau des sciences, on a vraiment un panel large au niveau de la chimie également. Donc, c'est ce qui correspondait le mieux. Et après la CPI que vous avez suivie à Strasbourg, comment est-ce que vous êtes orienté vers l'ENSICAN? Est-ce que ça a été un choix ou comment ça s'est passé, la transition entre la CPI et l'école d'ingénieur et le cycle ingénieur? Tout au long de l'année des 2 années de CPI, on avait des présentations de différentes écoles. Donc ensuite, c'était à nous-mêmes de faire des documentations sur les différentes filières proposées et selon les domaines qui nous intéressaient, selon le métier que l'on veut faire plus tard, on a un classement à faire des 20 écoles. Et ensuite, c'est via le portail de la FGL et notre classement tout au long de l'année. C'est ensuite le portail qui va nous déterminer dans quelle école est-ce qu'on peut aller selon le classement qu'on a fait. Peut-être une dernière question. Là, vous êtes du coup en cycle ingénieur dans une école. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça se passe la vie d'un élève? Qu'est-ce que vous faites en dehors des cours? La proportion entre les cours en labo, de recherche ou les cours plutôt en petits groupes ou les cours en amphi? Voilà. Qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qui est particulier dans le fait d'être dans une école d'ingénieur en chimie? Dans une école d'ingénieur, on a une bonne proportion entre les cours et ce qu'on appelle les travaux dirigés. Donc, ça va être cette fois-ci, on n'est pas en classe entière, on va être des petits groupes pour travailler justement sur les notions abordées en cours magistraux. Puis, concernant les parties travaux pratiques en laboratoire, on travaille par petits cycles. Selon le semestre, on va avoir 6 semaines dans chaque semestre pour se consacrer une journée entière par semaine à des TP. Et ensuite, les écoles d'ingénieurs sont beaucoup axées sur le fait d'avoir également une vie plus personnelle. Donc, par exemple, nous, dans notre emploi du temps, on a une après-midi qui est libérée, dédiée justement à faire des activités dont plusieurs sont proposées justement par l'école. On a beaucoup de groupes d'élèves et d'associations sportives ou culturelles pour développer d'autres connaissances que les connaissances scientifiques. Merci Shaima. Je propose qu'on continue peut-être avec un échange avec toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce live. On est assez nombreux. On est 110, je crois, 111. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions soit en levant la main. Alors, je vois que dans le fil de discussion, il y a une question, Isabelle. Il y a déjà beaucoup de questions dans le fil de discussion. Donc, on peut commencer par prendre celles qui sont dans le fil de discussion. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui veulent prendre la parole, levez la main et on vous donnera volontiers la parole. C'est un espace où on peut aussi échanger
par vidéo, de vive voix et pas uniquement par le chat. Voilà, choisissez la solution qui vous semble la plus appropriée. Alors, première question du chat. Est-ce qu'il y a d'autres écoles de génie chimique en France ou est-ce que celles de la Fédération sont les seules? Alors, c'est marrant, je ne l'ai pas celle-là. Tu peux répéter la question, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a d'autres écoles de génie chimique? Ça ferait plaisir à nos amis des écoles de génie chimique en France. C'est marrant, je ne l'ai pas celle-là. Alors, en France… Ou est-ce que celles de la Fédération sont les seules? Les écoles d'ingénieurs en génie chimique, il y en a, elles sont dans le cadre de la Fédération Gay-Lussac. Il n'y a pas d'autres écoles où on fasse du génie chimique qui ne soient pas école d'ingénieurs, j'entends. Hein. Il se peut qu'à l'université, on fasse du génie chimique, c'est même certain d'ailleurs. Mais les écoles de génie chimique, elles sont dans le cadre de la Fédération. Écoles d'ingénieurs sont dans le cadre de la Fédération Gay-Lussac. Alors, sur le site Internet, vous avez… à côté des cartes des 20 écoles, hein, vous avez en dessous des schémas qui vous permettent d'évaluer le pourcentage dans les différentes matières suivant les écoles. Donc, on peut citer en génie chimique Pau, qui est une école de génie chimique, voilà, l'école de Pau, mais il y a aussi l'ENSIA7 qui a une filière génie chimique, il y a aussi l'ENSIC à Nancy, bien sûr, qui est réputé pour son génie chimique, le CPE aussi qui a du génie chimique, mais il y a aussi d'autres écoles qui ont du génie chimique, mais toute proportion gardée, si vous voulez. Il y en a qui vont faire 5%, d'autres 10%, et d'autres, ça va être la totalité de l'enseignement, comme à Pau, par exemple. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Anne ou Jean-Philippe. N'hésitez pas. Hein. Voilà, pour répondre à la question, les écoles d'ingénieurs en génie chimique, elles sont dans le cadre de la Fédération Gay-Lussac. C'est ça, tout à fait d'accord. Sinon, vous pouvez faire du génie chimique à l'université, mais ce ne sera pas un diplôme d'ingénieur. Deuxième question. Est-ce que le programme d'enseignement est le même pour toutes les CPI des 5 écoles qui ont des CPI? Effectivement, c'est un programme qui a été construit tous ensemble au niveau de l'AFGL, qui est concerté, et on respecte ce programme au mieux, de sorte que, quelle que soit l'école, l'une des 5 écoles de laquelle sortirait l'étudiant, il ait exactement les mêmes chances de réussite dans toutes les écoles de l'AFGL. Oui, bien sûr, c'est un programme qui est commun et concerté. Si je peux me permettre, Isabelle, j'ai vu passer des questions concernant les enseignements de spécialité, oui. et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc, évidemment, dans les enseignements de spécialité que vous avez en terminale, la physique-chimie est indispensable. Ensuite, il peut y avoir mathématiques ou pas. Donc, le parcours, on va dire qu'on considère comme, qu'on espère comme idéal, c'est d'avoir choisi un enseignement de spécialité physique, chimie et mathématiques. Naturellement, ceux qui auraient choisi une autre discipline scientifique et maths complémentaires, dans ces cas-là, sont considérés avec attention également lors de notre système d'évaluation. Donc c'est important. Oui, on a quelques étudiants qui n'ont pas fait d'enseignement de spécialité de mathématiques, mais qui intègrent nos écoles. Généralement, ces étudiants ont une motivation qui est forte et dont on a réussi lors de l'entretien à comprendre qu'ils étaient fortement motivés et en capacité de s'adapter également au CPI, bien qu'ils aient fait un peu moins d'heures de mathématiques. Pour les mathématiques et pour revenir à l'enseignement de spécialité, les maths expertes sont-elles indispensables? La réponse est non. C'est une option. Donc, on considère dans le processus d'évaluation, de sélection, on considère les maths expertes comme une option supplémentaire qui démontre que l'élève a une capacité de travail et une volonté supérieure ou importante en tout cas. Donc, je pense que c'était important de bien signaler ce point sur les enseignements de spécialité.
On demande aussi, il y a des questions sur l'entretien. Qu'est-ce qui est attendu à l'entretien? Bon, Jean-Philippe ou Anne, peut-être pouvez-vous répondre, que je ne sois pas tout seul à le faire. Jean-Philippe, Anne? Oui, alors pour les entretiens, on vérifie vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Vincent Ferrière, la motivation, donc un petit peu la connaissance. Je vais un petit peu répéter ce qui a déjà été dit, hein. C'est vraiment, on va regarder si vous savez vraiment dans quelle formation vous vous engagez en venant chez nous, en venant dans les CPI de la Fédération du SPAC. On va regarder si vous connaissez un peu vers quel métier vous vous orientez aussi. On va un petit peu essayer de cerner aussi votre personnalité pour vérifier qu'effectivement, bon, après, le métier d'ingénieur peut être exercé dans plein de fonctions différentes. Donc, du coup, les caractères peuvent vraiment tous trouver des opportunités dans le métier d'ingénieur chimiste. Mais on va un petit peu, effectivement, essayer de voir si votre personnalité se prête bien aussi à ce métier. Je ne sais pas si vous attendez une réponse plus précise ou plus détaillée. On a aussi des questions sur la différence ou les chances de rentrer dans une école entre CPI et CPGE. Je peux peut-être compléter là sur les chances de rentrée. Alors, toutes les écoles de la Fédération Gay-Lussac n'offrent pas le même nombre de places aux élèves de CPI. Les 5 centres, les écoles qui hébergent des centres CPI offrent en général une vingtaine de places, 25 places, voire une trentaine de places à l'ECPM, puisqu'il y a un autre parcours qu'Mbiotech. Par contre, il y a des écoles qui offrent moins de places. Je pense par exemple aux écoles de Paris, qui offrent 4 à 6 places en fonction de l'ESPCI ou de Chimie ParisTech. Donc effectivement, si on veut intégrer Chimie ParisTech ou l'ESPCI, il y a peut-être plus de probabilités d'atteindre ces écoles par le biais des CPGE avec les filières qui permettent de passer les concours appropriés. Mais il y a plus de monde qui passe ces concours également. Donc, c'est assez difficile de répondre précisément à cette question. On peut peut-être rajouter, Jean-Philippe, que c'est une question aussi de comment est-ce que vous voyez faire vos études. Je pense qu'au cours de nos interventions, vous avez compris quand même que les CPI sont des classes qui sont où on s'épanouit dans le sens où on n'a pas justement ce concours à franchir en fin de maths spé, en fin de deuxième année de classe prépa. Et donc, l'ambiance est différente. On vous prépare déjà à la chimie, au génie chimique. Donc, si vous voulez, voilà, déjà, on répond à la question différence entre CPI, FGL et CPGE. Ce n'est pas la même chose. C'est peut-être pas fait pour les mêmes étudiants. Dans une CPGE, vous pouvez être entré là-dedans pour faire de la chimie et puis sortir en faisant de la mécanique. Si vous rentrez dans une CPI Gay-Lussac, ce sera forcément pour faire de la chimie au sens large. Voilà. C'est une question en fait de pré-choix ou une question de choix de type d'études. On va dire ça comme ça. Alors après, les chances, comme je ne reviens pas sur les chiffres que tu as donnés, hein, voilà, là après, les écoles, alors c'est vrai que sur les CPGE, il y a des écoles qui offrent beaucoup de places, ça va jusqu'à, de mémoire, 60. D'accord, mais le nombre de candidats, comme disait Jean-Philippe, est notoirement plus important, hein, très très conséquent. Hein. Sur certaines filières, on arrive à 3500 ou près de 4000 élèves classés. Donc voilà. Alors, il y a une question concernant la concurrence entre les CPI et les CPGE. Il n'y a pas de concurrence. Chaque école offre un nombre de places fixe pour les CPI et offre un nombre de places fixe également pour les filières issues des concours CPGE. Donc, il n'y a pas de concurrence entre CPGE et CPI. Question aussi sur en cas d'échec en CPI. Est-ce qu'on peut redoubler la première année? Est-ce qu'on peut redoubler la deuxième année? Qu'est-ce qui se passe? Si un élève a des difficultés, qu'est-ce qu'il devient? Le redoublement n'est pas autorisé, en fait, sauf cas exceptionnel, problème particulier, mais normalement, le redoublement n'est pas permis.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que effectivement, si vous rentrez dans une CPI, il y a à peu près donc 270 places, il y a aussi 270 places qui sont réservées dans la totalité des écoles de la Fédération Gay-Lussac. Donc, ça veut dire que si vous remplissez votre contrat, c'est-à-dire que si vous avez effectivement votre 10 de moyenne à la fin des 2 années de classe préparatoire intégrée, et intermédiairement aussi à la fin de la première année, à la fin de la première année, vous passez, si vous avez 10 de moyenne, vous passez en deuxième année de CPI, et si à la fin des 2 années de CPI, vous avez 10 de moyenne sur les 2 ans, vous passez en cycle ingénieur, vous avez forcément une place qui est disponible dans une des 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Comment se fait le choix des villes de CPI? Est-ce qu'on doit faire un… Ouais. Je voudrais, si tu permets Isabelle, je voudrais rajouter un petit point. Notre objectif, une fois que vous avez intégré, c'est de vous amener au diplôme d'ingénieur en 5 ans. C'est notre objectif. On parlait de redoublement. Alors, il est vrai qu'on va avoir des élèves qui vont avoir peut-être un peu plus de difficultés, d'autres qui vont vouloir se réorienter. Mais notre ambition, notre objectif, c'est de faire que vous réussissiez dans les écoles qui sont chez nous. Donc, encore une fois, on vise votre réussite et pas autre chose. Donc, on s'en donne les moyens également. Alors, on va pas réussir, nous, tout seuls, du côté enseignant, sans vous, sans les élèves. Mais, encore une fois, puisque la sélection, elle est faite avant, il n'y aura pas une sursélection après, une fois qu'on a intégré le CPI. Voilà, on vise la réussite et le maximum d'entre vous. Voilà, les pourcentages de réussite sont généralement supérieurs à 90% sur les 2 années. Et ça, c'est important de le savoir. Une petite question aussi, est-ce qu'il est possible d'intégrer une CPI après une année de CPGE? Oui, tout à fait. Sous réserve que, d'une part, il y ait des places disponibles dans nos filières en seconde année de CPI, et d'autre part, que l'élève qui est en réorientation après une PCSI ait validé son passage en PC, c'est-à-dire en deuxième année de PC. Sinon, ça équivaudrait à un redoublement, et nous n'acceptons pas les redoublements en CPI. Donc, dans ces conditions, il faut déposer un dossier, et une commission d'examen examine le dossier, et en fonction des places disponibles dans chaque centre, statue sur l'admission ou pas directement en deuxième année. Alors, les places disponibles dans chaque centre, comment est-ce que le choix se fait? Je fais ma procédure sur Parcoursup, je mets un ordre d'école, après un ordre dans les CPI, et puis comment c'est réparti? Comment ça se passe? Pour les réorientations? CPI? Non. L'admission en CPI. L'admission CPI, oui. Alors, vous choisissez les centres auxquels vous postulez. Donc, vous pouvez postuler seulement à un centre ou jusqu'à 5 centres. Bien sûr, en postulant à 5 centres, vous augmentez vos chances d'accéder à une classe CPI. Ensuite, selon votre position dans le classement, vous allez avoir éventuellement, si vous êtes très bien classé, vous allez avoir la possibilité d'accepter un des 5, des 5 centres vous seront proposés si vous avez demandé les 5 centres. Puis petit à petit, effectivement, quand les classes vont se remplir, vous allez avoir des centres qui ne seront plus disponibles pour les élèves du coup moins bien classés. Et du coup, vous pourrez choisir le premier centre CPI qui vous convient le mieux parmi ceux qui vous seront proposés. Je ne sais pas si je suis claire, peut-être que Si, collègues très clair. peuvent rajouter. Juste pour rajouter un petit point, vous n'êtes pas obligé de choisir les 5 centres. On est tout à fait conscient qu'à 18 ans, parfois, la contrainte géographique est importante. Et c'est pour ça également que c'est relativement bien maillé sur le territoire français pour que vous puissiez choisir une école à proximité de chez vous. Mais voilà, vous pouvez en choisir un, de 1 à 5. Ça ne vous coûtera pas plus de sous-vœux sous Parcoursup. Que vous mettiez 1 ou 5, ça fera un sous-vœu. Alors, j'en profite parce que j'ai vu en tout début, là, on a sauté, il y a une question.
Est-ce qu'à partir des classes prépa CPE, on peut rentrer, je crois que c'est ça la question, je vais la relire. Comme je suis de CPE, je vais répondre. La CPI de CPE ouvre-t-elle accès aux autres écoles de la Fédération Gay-Lussac? Alors, dans le discours, vous aurez remarqué qu'on ne parle pas de la CPI de Lyon. Donc, la CPI, qui est une classe prépa associée, n'est pas une classe CPI de la Fédération Gay-Lussac. Donc, elle ne prépare pas à rentrer dans d'autres écoles que CPE Lyon. Alors, il se peut que, parce que un élève a un problème particulier ou un souhait particulier, on discute entre directeurs des études de cette possibilité-là, mais ce n'est pas fait pour ça. Si vous faites une prépa associée CPE Lyon, c'est pour entrer à CPE Lyon. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai répondu à cette question-là. C'est pareil pour les INSA et pour les autres écoles de l'AFG voilà, également, du réseau. Mais on n'est pas idiot. Ça veut dire qu'on discute entre nous. Voilà, il y a des cas, des fois, où voilà, on accueille des élèves qui viennent d'ailleurs ou même d'une autre école pour des raisons X, Y, Z. Pas régulier, ce n'est pas prévu dans le schéma. En revanche, quelque chose qui est prévu dans le schéma et qui peut être tout à fait intéressant pour les élèves, mais là, on est propulsé en année 5 des écoles, c'est des échanges entre écoles. Donc, comme on vous l'a dit, on a chacune nos spécialités. Certaines sont communes, d'autres pas, mais sont vraiment les spécificités de certaines écoles. Et on donne la possibilité à nos élèves de changer d'école en dernière année de cycle ingénieur. Voilà. Donc ça aussi, ça se fait en bonne intelligence, après des discussions entre les différentes écoles. Alors, il y a un groupe de formation, il y a un groupe qui s'occupe de travailler sur les CPI, et bien, il y a un groupe aussi qui s'occupe de travailler sur la formation en général avec les directeurs des études. Donc voilà, ils se réunissent régulièrement entre eux. Il y a un groupe international, il y a un groupe communication. Donc tout ça pour vous dire quand même qu'on essaye de faire tout ça pour le bien des étudiants. Je ferme ma parenthèse. Il y a aussi des questions sur les différences entre les 5 CPI et qui recoupent peut-être des questions sur les langues. Il y a pas mal de questions sur des élèves qui sont dans des lycées, qui passent des bacs bilingues, etc. Et comment ça se passe après en CPI? Est-ce que ça peut être pris en compte? Il y a aussi des questions sur le chinois. Est-ce que les CPI vont continuer d'apprendre le chinois? Alors, Anne, peut-être déjà sur les langues en général? Oui, alors les langues en général. Donc déjà, tous les CPI proposent 2 langues vivantes, donc partout. Il y a des spécificités un peu entre les CPI. À Strasbourg, on fait donc des cours de langue vivante et il y a également des cours scientifiques qui sont faits en anglais. Donc il y a 20% des cours de maths, physique et chimie qui sont faits en anglais et obligatoires, qui doivent être suivis par les élèves en anglais. Et puis, il y a 15% à peu près des cours qui sont faits en allemand, mais là, c'est une option, bien sûr, pour les élèves qui ont fait des habits bac, voilà, qui ont un très bon niveau d'allemand et qui veulent maintenir voilà, développer un peu leur niveau de langue en sciences en allemand. Sinon, il y a effectivement les possibilités. Certaines écoles proposent aussi une LV une langue vivante autre et un peu plus exotique, on va dire. Et donc, à Strasbourg, il y a possibilité de faire une LV3. Après, je ne sais plus très bien pour les autres CPI, quelles sont les possibilités de faire du chinois, du russe, du japonais. Ça dépend un peu des accords qu'on a en local. Déjà, la LV1, dans tous les CPI, c'est l'anglais d'office. Et il reste une deuxième langue. Et effectivement, dans le choix des deuxièmes langues, ça dépend du site sur lequel vous êtes présent. À Rennes, il y a des accords locaux avec les différentes écoles et l'université pour pouvoir avoir accès à de l'allemand, de l'espagnol, du chinois, de l'italien, etc. Mais je pense que c'est un peu pareil également sur Clermont-Ferrand. Sur Clermont d'office, on a 3 langues, donc allemand, espagnol et italien spécifiques. Et au cas par cas, on a effectivement la possibilité d'avoir des accords avec le service des langues de l'université pour le chinois. Ils se sont eus. Pour ce qui concerne les étudiants étrangers, la LV2 est systématiquement remplacée par des cours de français langue étrangère.
parce que la majeure partie de nos cours sont réalisés en langue française, que ce soit en CPI ou dans nos écoles. Alors, je nous propulse encore une fois un peu plus loin, après les CPI. Dans toutes les écoles d'ingénieurs, la CTI demande aux écoles, et donc aux ingénieurs, aux futurs ingénieurs, d'avoir un niveau minimum requis en anglais. C'est pour ça que dans les CPI et dans les écoles aussi, la langue de base, si j'ose dire, c'est l'anglais. Et après, au fil des cursus, on a 2 langues ou 3 langues, avec des langues plus ou moins exotiques. Et alors, j'ai vu qu'il y avait une question au sujet de l'international et la possibilité d'avoir des départs à l'étranger. Alors, en CPI, non, sauf pour vacances. En revanche, dans les écoles derrière, la CTI aussi nous demande aux élèves d'avoir 3 mois minimum à l'international. Et quand je dis minimum, dans certaines écoles, ça peut attendre l'année, hein, voire plus, à l'international. Donc, oui, l'international, évidemment, est pris en considération partout. Suivant la localisation des écoles, on est plus proche d'un pays ou d'un autre. Mais de manière générale, tous les élèves ingénieurs ont des expériences à l'international. Je dirais que c'est le minimum requis pour être ingénieur. Voilà. Avec des obligations très strictes de la CTI. Pour rappel, la CTI, c'est la commission des titres de l'ingénieur, et c'est eux qui nous autorisent à délivrer un diplôme d'ingénieur ou pas. Une école qui vous dit qu'elle est une école d'ingénieur et qui n'a pas le sceau de la CTI n'est pas une école d'ingénieur. Voilà, donc ça, il faut être aussi bien clair là-dessus. Et donc, je dirais qu'on a un minimum à fournir, mais toutes les écoles sont largement au-dessus de ce minimum-là. Je referme ma parenthèse. On a aussi des questions sur les contenus de la formation, la proportion entre les TD et les cours. Enfin, voilà. Il y a aussi une question pour schéma, j'ai vu en haut. Bonjour schéma, je suis Emma Puech de Strasbourg. Quelles sont les qualités demandées pour les élèves de ces pays? On peut peut-être laisser la parole à schéma là, non? Pour les qualités demandées, je dirais l'implication déjà dans la vie sociale de l'école et dans les associations, et également avoir un bon équilibre entre le parcours scolaire, mais également entre la vie personnelle. C'est beaucoup demandé d'avoir également cet équilibre et de ne pas être que dans les cours. Et ensuite, je dirais une bonne maîtrise des langues, comme il a été précisé avant, notamment l'anglais, parce qu'il faut savoir que le diplôme, au bout des 3 ans, ne sera pas délivré tant que le TOEIC, c'est un examen d'anglais, n'est pas obtenu avec un certain score. Donc, la maîtrise des langues est aussi également importante. Je te repasse le micro, Isabelle, ou du moins schéma te repasse le micro. Du coup, tu disais qu'il y avait beaucoup de questions sur… Il y a des questions aussi sur les contenus des cours, la proportion entre les TD et les cours, et aussi sur le contrôle, sur le contrôle continu. Sur quoi porte le contrôle continu? Alors effectivement, nos évaluations sur les 2 années du CPI se font sur contrôle continu. On n'a pas de système de partiel où normalement on concentre l'évaluation sur une période donnée, sauf évidemment quand on arrive en fin d'année scolaire où là, voilà, tous les cours se terminent en même temps, donc il y a un peu plus d'évaluation, d'examen à ce moment-là. Mais tout est sur le contrôle continu. Comment dire, la deuxième partie de la question, je l'ai oubliée, dommage. Comment sont organisés les enseignements? La proportion de… Et les enseignements, la proportion. Alors après, on va dire, ça va être à la marge, mais en gros, de mémoire, on doit avoir une vingtaine de pourcents de TD, une vingtaine de pourcents de TP. Et puis, il y a ensuite des enseignements un peu plus en salle, en amphithéâtre, selon les cas. Et on a également de l'enseignement par projet. Voilà. Maintenant, les proportions dernières, là, je les ai pas forcément bien en tête, mais voilà, il y a une formation par les TD et les projets qui reste importante. Et puis, il y a évidemment de la pratique de manière non négligeable, que ce soit, quelle que soit la chimie, analytique, organique, inorganique, tout ce que vous voulez,
et également un peu une approche, en tout cas, sur le génie chimique. Et des travaux pratiques aussi en physique. Et oui, pardon, j'oubliais, en physique, des projets d'informatique, etc. Oui. Voilà. Et alors, il y a une petite question au milieu de toutes les autres, là, mais toute petite, mais qui a peut-être son importance, hein, qui a certainement son importance, qui est, y a-t-il d'écoles comme en CPGE? Non. Absolument pas. Et voilà, je savais qu'elle était importante, celle-là. Il n'y a pas de colle et il n'y a pas de DS le samedi matin. Voilà. Des questions aussi sur l'hébergement? Est-ce qu'on peut être… Alors ça, c'est propre à chaque centre, hein. Moi, je sais que pour Sigma Clermont, nous n'avons pas d'internat, par exemple, hein, c'est quelque chose d'important à souligner. En revanche, on a des places qui sont réservées dans des résidences universitaires rénovées. On a des places réservées pour les élèves qui seraient mineurs, puisqu'on a quand même pas mal d'élèves qui ont parfois 16 ans quand ils rentrent chez nous. Et donc, on leur facilite la vie en réservant des places pour sécuriser les parents dans des résidences universitaires qui sont à 5 minutes à pied de l'école. Question aussi sur les équivalences. Si on veut réintégrer l'université après une première année ou une deuxième année de CPI, est-ce qu'il y a des équivalences et si oui, à quel niveau? Alors, les équivalences, oui, il y a des équivalences. Alors, contrairement au CPGE, l'inscription en L1 et en L2 n'est pas obligatoire dans nos CPI, mais très, très fortement recommandée. Pourquoi? Parce que nos CPI ne sont pas… il n'y a pas de diplôme de CPI. Donc, ce n'est pas un diplôme monnayable. Donc, il se peut qu'à l'issue des 2 ans de CPI, on se retrouve sans rien. Donc, on incite fortement les élèves à prendre une double inscription. Et il y a des accords de validation par équivalence. Quand on réussit la première année de CPI, on valide une L1. Quand on réussit la deuxième année de CPI, on valide une L2 sur équivalence. À Strasbourg, nous, on a des accords effectivement avec l'université. Et chaque année, en fin de CPI première année, fin de CPI deuxième année, si éventuellement des candidats, effectivement, des élèves, pardon, souhaitent se réorienter vers l'université, il y a des discussions avec l'université pour des passages de CPI première année vers une L2 chimie ou chimie physique, et puis aussi des passages de CPI deuxième année, une entrée directement en licence 3 également possible, ou effectivement ou en L2, selon les dossiers, selon les élèves. Voilà, on étudie vraiment au cas par cas chaque situation. Alors à Rennes, la situation change un peu puisqu'on a aujourd'hui changé de statut sur le site rennais avec ce qui s'appelle un établissement public expérimental qui est animé par l'Université de Rennes dorénavant. On n'a pas forcément d'accord à l'avance pour des réorientations, mais évidemment, on se connaît suffisamment entre nous et on a des accès un peu plus rapides, notamment pour certains DUT plutôt que vers des licences. Voilà, c'est le choix que l'on fait à l'école de chimie de Rennes où des élèves qui n'auraient pas atteint ce 10, mais qui n'en seraient vraiment pas très loin, puissent être facilement intégrés dans les DUT, pas simplement à Rennes, mais également en Bretagne et un peu au-delà. Voilà. Mais comme il a été dit, il est important de souligner que chaque élève est suivi et assisté, aidé dans ce travail de réorientation. On ne laisse pas un élève comme ça partir sans notre soutien en tout cas. Alors, je vois qu'il y a une petite question, là, au bout de 2 ans de CPI, étant donné qu'il y a des écoles privées, effectivement, il y en a 3, est-il toujours d'actualité qu'une place est réservée dans une école publique pour vos élèves? Alors, tout à l'heure, effectivement, tu as présenté, je ne sais plus si c'est Vincent ou Jean-Philippe qui a dit qu'il y avait 270 places dans les écoles, enfin, autant d'élèves admis, autant de places. Alors, effectivement, les places proposées par les écoles privées sont en supplément. C'est-à-dire qu'un élève qui ne souhaiterait pas rentrer dans une école privée pour une raison X ou Y, doit avoir une place dans une des écoles publiques de la Fédération Gay-Lussac. Ceci étant, je parle un peu pour ma chapelle, mais quand même, ceci étant, il y a dans les écoles privées des systèmes de bourses
qui, quelquefois, réduisent drastiquement, pour ne pas dire annulent les frais de scolarité. Voilà. Mais cette règle est toujours d'accord, est toujours OK. Et donc, il y a effectivement autant de places dans les écoles de statut public que d'élèves admis à passer en cycle ingénieur. Des questions aussi sur les résultats scolaires, en fait. À partir, voilà, est-ce qu'il y a des moyennes? À partir de quelles moyennes? Est-ce qu'on regarde l'établissement d'origine pour accepter un élève en CPI? Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions? Ouais. Pour préciser un petit peu le mécanisme chez nous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on regardait beaucoup plus attentivement les notes scientifiques. On part du contrôle continu en première et en terminale dans les lycées. On tient compte également des notes qui seront obtenues sur le bac, sur les épreuves d'enseignement de spécialité. Tient-on compte des différences entre les lycées? La réponse, elle est non, parce que c'est particulièrement compliqué d'évaluer, enfin de catégoriser l'ensemble des lycées en France. Ce qui est important, encore une fois, ce sont effectivement les notes de contrôle continu en première terminale, mais également l'importance que l'on donne à l'entretien, puisque c'est presque la moitié de la note également cette année. La qualité de la note au baccalauréat, bien oui, c'est important d'avoir de bonnes notes au bac et de bonnes notes en contrôle continu, et ce depuis la première, parce qu'un très grand nombre d'élèves chez nous ont souvent la mention très bien au baccalauréat, c'est-à-dire au moins 16 de moyenne pour le baccalauréat. Je ne sais pas si Anne et Jean-Philippe, vous avez les mêmes chiffres chez vous, mais je pense qu'on a un grand nombre d'étudiants qui ont cette mention-là au baccalauréat. Oui, tout à fait. Bon, cette année, les chiffres, on est à peu près à plus de 65% de mentions très bien. Et le complémentaire, c'est des mentions bien. En tout cas pour Sigma. On a une petite question aussi. Est-ce que vous appliquez l'approche compétence? Pas dans le cadre du CPI. On peut estimer qu'on a une approche compétence lors de l'évaluation des TP, du comportement en TP, puisque là, on a un examen transverse, non seulement des connaissances, mais également de l'attitude et de la dextérité en TP. Donc, c'est plus de la compétence à mettre, voilà, quelle est la compétence de l'élève à utiliser toutes ses connaissances pour réaliser au mieux ses TP. On peut l'imaginer également sur les projets de communication, sur les projets d'informatique, voilà, mais ce n'est pas généralisé. Alors, je vois deux petites questions. Je vois deux petites questions là. Pouvez-vous aussi nous parler des classes préparatoires intégrées des écoles telles que l'ESCOM? Quelles sont les différences avec les 5 CPI dont vous avez parlé? Alors, il n'y a personne de l'ESCOM ce soir. Je pense que ni les uns ni les autres, on va avoir du mal à vous donner exactement ce qui se passe à l'ESCOM. Donc, je pense que là, il faudrait prendre contact avec eux. Quelles sont les différences avec les… Enfin, moi, je ne me sens pas de répondre sur la différence avec les 5 CPI, si ce n'est que celles de l'ESCOM sont dédiées à l'ESCOM, comme celles de CPE. Sur leur programme, je ne le connais pas par cœur. De la même manière, la question sur est-il possible, une fois admis en école d'ingénieur, si celle-ci le propose, par exemple, l'ENSC-BP, qui est devenu maintenant NSMAC à Bordeaux, de suivre une filière physique plutôt que chimie, ou bien la CPI ne limite-t-elle pas l'accès qu'aux filières chimie des écoles? Alors là, j'ai envie de répondre qu'il faut aussi contacter Bordeaux, mais je pense que c'est limité aux filières chimie de l'école. Parce que sinon, c'est quand même se compliquer la vie de faire une CPI pour aller faire changer
changer de cap après. Mais il y a certainement des possibilités à l'intérieur même de l'école. Et là, pour être précis, il faut leur demander à eux. Hein. À moins que tu aies une réponse, Jean-Philippe. Ouais, je peux apporter une précision. Ah bon, En fait, il y a 20 écoles dans la fédération Gay-Lussac, mais les élèves doivent faire 26 vœux, puisqu'il y a des écoles qui ont plusieurs vœux chez eux. Et c'est le cas, par exemple, de l'ENSMAC, voilà. qui a un parcours orienté agroalimentaire, qui est également ouvert aux élèves de ces pays. En l'occurrence, ce n'est pas de la physique. C'est pas de la physique. OK, voilà. Donc, je pique au fur et à mesure des petites questions comme ça qui me paraissent… On peut peut-être juste donner, il y a des questions aussi sur le coût, à peu près le coût d'inscription dans une CPI FGL. Voilà. 601 €. À peu près. Exactement 601 €. Auquel il faut rajouter les contributions à la CEVEC. Alors, c'est la Commission de vie étudiante et de campus. Donc ça dépend de chaque centre, on va dire. Mais c'est pas national, c'est pas 91 € ou 92 €? C'est l'ordre de grandeur, oui. Ouais. Quelqu'un demandait aussi s'il y avait besoin de matériel particulier en CPI. Non. Non. Quand il y a besoin, on fournit. Une blouse, peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, la blouse, on ne la fournit pas, c'est vrai. Mais le reste, c'est fourni. Alors, nous, on l'a fourni à Clermont. C'est bien. Ah. Avec l'écusson en plus. Exactement, brodé et tout. Brodé. Nous, c'est les élèves les élèves, le bureau des élèves du cycle ingénieur, souvent qui les vendent avec des achats groupés. C'est ça. Ça permet de faire vivre le BDE. Voilà. Quelle est l'école du réseau la plus adaptée pour faire de la recherche en pharmacie? Il n'y a pas une école, il n'y a pas une école, il y a des écoles. Oui. Je dirais toutes les écoles qui ont un parcours très orienté chimie organique peuvent préparer à la chimie dans le domaine de la R&D en pharmacie, mais toutes celles qui préparent aussi au génie des procédés, au génie chimique, peuvent avoir des débouchés à ce moment-là en production dans le domaine de la pharmacie. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui peuvent vous orienter vers des carrières dans la pharmacie. Et puis, la pharmacie a besoin de toutes les disciplines, hein, la chimie analytique pour faire de l'analyse, pour vérifier les spécifications du produit obtenu, l'absence d'impureté. Ils ont besoin de peut-être même de polyméristes pour faire… de la formulation. La formulation, polymériste, donc c'est la science des polymères, c'est les plastiques, c'est un peu particulier, mais voilà. Mais vraiment… besoin aussi de producteurs, de gens qui font de la production pour produire les produits, etc. Voilà, les matériaux également. Voilà, c'est les entrées dans tous les secteurs, des secteurs d'activité, les entrées sont toujours variées. Et c'est pour ça qu'on a cette chance-là, nous, de pouvoir former à un grand nombre de secteurs et que chaque étudiant puisse trouver effectivement sa porte d'entrée qui lui convienne pour accéder au secteur qui lui convient. Des écoles qui font des simulations informatiques poussées, MATLAB ou autres sur la chimie. Alors, le CPM, il y a une spécialité intelligence artificielle. Donc là, il y a vraiment beaucoup de modélisation. Enfin, moi, je ne connais pas du tout l'intelligence artificielle, mais voilà. Et sinon, toutes les écoles font effectivement du calcul pour modéliser, pour simuler des phénomènes. Je pense qu'effectivement, toutes les écoles vont vous former à l'utilisation de logiciels informatiques. Il y a même des options ou des majeurs qui s'appellent chimie et numérique. Alors, je suis pris dans quelle école? Dans plusieurs écoles. Donc, évidemment que tout ça est pris en compte. Alors, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui vont pousser les choses plus loin que d'autres écoles. Ça, c'est à aller voir. Vraiment, il faut aller affiner et regarder les programmes des écoles pour affiner son choix. Mais ça, en deuxième année de CPI, vous avez toutes les écoles qui viennent présenter leurs programmes, ou qui le font en visio, maintenant de plus en plus, c'est vrai, mais qui présentent leur formation aux élèves de CPI en deuxième année pour qu'ils puissent effectivement faire leur choix en toute connaissance de cause
avec une possibilité de poser des questions à chaque représentant d'école pour effectivement mieux connaître les programmes et les spécificités. Il y a 2 documents que vous pouvez regarder sur le site internet de la Fédération Gay-Lussac. Sur la page où il y a la carte 20 écoles de chimie, en dessous, vous avez un document où il y a les troncs communs dans chacune des écoles et les spécialités. Ça permet de comparer ce qui est proposé dans chacune des 20 écoles de la FGL. Alors, il y a une petite question aussi. Je vais devenir la spécialiste. Est-ce petite question? Peut-on intégrer une école de chimie après une prépa BCPST, sinon quelle prépa est la plus adaptée? Alors, ça n'a rien à voir avec nos CPI, mais bon, je vais quand même répondre à cette question parce que d'abord, elle est posée. Alors, oui, on peut intégrer une école de chimie avec une prépa BCPST, mais ça dépend lesquelles. Et on peut, à partir du concours BCPST, à partir des classes prépa, ou alors sur titre dans certaines autres. Alors, pour cette chose bien spécifique, vous avez toujours sur le site internet, à Bac+2, vous avez un tableau avec les différents concours et on vous dit quelles sont les écoles accessibles à partir de ces concours. Mais je sais que dans plusieurs écoles, les BCPST sont bienvenus. Hein. Mais pour les CPI, bon, c'est pas dans le programme de CPI, bien sûr. Alors moi, j'ai noté 2 petites questions également, Ah bah, qui me semblent importantes. Quels sont les principaux changements entre la terminale et le supérieur? Et puis, quelle quantité de travail? Alors, c'est normal que ça fasse toujours un petit peu peur puisqu'on va changer d'endroit. Ça fait 3 ans qu'on était dans un établissement, on va changer d'endroit pour se retrouver dans une grande école ou dans un environnement universitaire où, oui, il va y avoir plusieurs milliers de personnes parfois. Donc, les campus sont très fournis. Ça, c'est un premier changement. Le deuxième changement, il est, et il ne faut pas le cacher, sur le rythme de travail. Ça va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Maintenant, encore une fois, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous soutenir dans cette démarche-là. Mais oui, ça va un peu plus vite. Généralement, le rythme que l'on a en termes de cours dans nos CPI est à peu près de 25 heures hebdomadaires en classe, ou en TP ou en T2. Ça veut dire qu'il reste du temps pour un travail personnel qui est soutenu. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Voilà, c'est pas 25 heures de cours et puis c'est fini. Il faudra rajouter un certain nombre d'heures, plusieurs heures. Alors après, ça dépend évidemment des disciplines, ça dépend de chaque individu, mais il sera important de pouvoir consacrer un temps non négligeable au travail personnel pour réussir dans ce cycle-là. Est-ce que Sheima, peut-être, vous pouvez dire comment s'est passé votre passage de la terminale à la première année de CPI? Oui, alors pour moi, la différence, c'était la charge de travail, justement, parce qu'on a beaucoup plus de matière et de connaissances à assimiler en peu de temps. Donc, on a du travail à fournir régulièrement, mais également tous les cours à reprendre pour être sûr d'être à jour. Donc, je dirais que c'est vraiment la charge de travail et les différentes matières. Il faut savoir gérer plusieurs cours et gérer son emploi du temps et son temps de travail. Et donc, si je pourrais donner un conseil par rapport à ça, puisqu'il y avait également une question s'il y avait du soutien. Alors, dans les écoles d'ingénieurs, oui, c'est intégré dans l'emploi du temps. On a des sessions de soutien. En revanche, en CPI, je n'en avais pas, mais les conseils qu'on avait beaucoup, c'était de travailler en binôme, de travailler avec plusieurs élèves, car les incompréhensions de l'un sont les compréhensions de l'autre. Donc, ça aide beaucoup de travailler en petits groupes, de travailler ensemble et d'échanger. Merci, Sheima. Ouais. Pour compléter ce que disait Sheima, nous, par exemple, depuis 2 ans maintenant à Rennes, on a mis en place ce qu'on appelle des soirées sciences avec du tutorat par des élèves de 2e année du cycle préparatoire ou du cycle ingénieur qui auraient fait CPI au préalable. Voilà, je pense que chaque centre a un peu de spécificité là-dessus. Je laisse mes collègues intervenir, mais encore une fois, on accompagne nos élèves pour réussir.
voulez compléter, Anne, Jean-Philippe? Oui, alors nous, je sais que par exemple, en début d'année, il y a souvent une aide quand même à l'organisation des emplois du temps qui est faite auprès des élèves. Hein. Il y a une reprise des connaissances qui ont été acquises au lycée et un peu de travail sur la méthode de travail pour déjà que les élèves puissent apprendre à mieux travailler et à mieux s'organiser, qui est fait par les enseignements, par l'équipe pédagogique. Et puis après, l'équipe pédagogique est très disponible aussi, et très à l'écoute de ses élèves. Donc, il y a toujours moyen, effectivement, d'aller poser des questions à la fin du cours, de discuter avec les enseignants, voilà, pour éclaircir une notion. Ouais, tout à fait. Alors, sur Clermont, on a aussi une période qu'on appelle le PIC, c'est la période d'intégration et de cohésion qui se déroule la première semaine, donc demi-journée de cours en demi-groupe pour revoir les fondamentaux du lycée et commencer à introduire les bases de la méthodologie de travail qui sera nécessaire. Et les après-midi sont plus ludiques avec des concours de multi. On fait une expédition aussi au sommet du Puy-de-Dôme pour faire une interaction entre première année et deuxième année, parce que parfois, les deuxièmes années peuvent aussi soutenir les premières années par du tutorat, par du conseil. Et donc, ça permet de créer une dynamique de travail. C'est un peu le cas aussi à Rennes, à Strasbourg. Strasbourg, il y a eu aussi une voilà. week-end d'intégration, il me semble, le schéma. Oui. Je dirais que les semaines d'intégration, c'est quand même des grands classiques. Et bon, c'est vraiment un moyen aussi de former des groupes, de former de l'entraide. Et ça fait aussi partie presque, je dirais, de l'enseignement, enfin de la formation plutôt que de l'enseignement. Évidemment, dans les écoles d'ingénieurs après, vous avez les périodes d'intégration et les périodes, enfin, chez nous, je sais qu'il y a une période de désintégration aussi. Donc, il faut quand même qu'ils se disent au revoir. Donc, mais c'est ça aussi qui crée du lien, c'est ça aussi qui fait une communauté, et c'est ça aussi qui permet après d'avoir un réseau. Hein. C'est ça, c'est important. Hein. Je note une question sur l'admission en école d'ingénieur à la fin des 2 années de CPI. Je ne sais pas si on a répondu à cette question. Je crois qu'on a répondu à cette question, mais non? Non. Il y a peut-être une chose qu'on peut préciser éventuellement par rapport à ce qu'on a dit. On a dit qu'il fallait 10 de moyenne pour pouvoir passer de la classe prépa à une école d'ingénieur, mais on n'a pas précisé que, évidemment, les 5 centres se concertent et organisent un interclassement de tous nos étudiants pour que chaque étudiant puisse choisir l'école qui lui corresponde. Jean-Philippe a précisé tout à l'heure que sur 20 écoles, tous les élèves avaient à se positionner sur les 26 vœux proposés et ils doivent positionner 26 choix. Et évidemment, dans cet interclassement, le premier choisit son école de manière privilégiée et puis on descend ainsi dans le classement. Ensuite, le nombre d'écoles, le nombre de places dépend aussi des écoles. Toutes les écoles n'offrent pas le même nombre de places au CPI entre elles. Et un point important… Oui, vas-y. Vas-y, Christ. Il y a une question sur l'école de Montpellier, Chimie Montpellier. De mémoire, c'est de l'ordre de 10-15 places hein, pour les… Ouais. Je crois, hein, c'est pas moins de 10. Hein. Jusqu'à 18. Ah bah tu vois, ouais. C'est normal d'ailleurs. Jusqu'à 18, voilà. Ouais. Donc on a répondu à cette question par vous. Et évidemment, au cours de la deuxième année de CPI, on travaille sur l'orientation. Toutes les écoles y sont présentées et il faut garder en tête qu'on forme pour devenir un ingénieur. Donc, on leur demande un travail sur quel type d'ingénieur je voudrais devenir d'ici 3 ans et puis à moyen terme. Et dans ces cas-là, on essaye de définir avec eux un pool d'écoles avec une certaine cohérence pour qu'ils puissent positionner ces écoles dans leurs vœux prioritaires.
parce que certes, nous avons des différences, mais il y a également des points communs. Donc, si vous voulez faire, je prends ma spécialité, de la chimie organique, il n'y aura évidemment pas qu'à Rennes que l'on en fera, et de nombreuses écoles ouvrent des possibilités. Et donc, en fonction de ce projet personnel, l'élève aura à se positionner, et plus il sera mature, ce projet, plus ce sera facile pour lui d'intégrer une école dans laquelle il se sentira motivé pour réussir. Est-ce qu'il y a des écoles qui sont plus demandées que d'autres? Oui, alors il ne faut pas confondre attractivité et niveau de recrutement. Certaines écoles sont très demandées, mais recrutent sur une large plage de l'interclassement. Et à l'inverse, certaines écoles sont très peu demandées, mais recrutent le major de l'interclassement. Donc, c'est très difficile de donner un classement d'école, ça ne reflète pas finalement quelque chose de palpable et de concret, quoi. Il y a une question concernant l'ENSIA 7, alors question pointue. Il y en a qui sont bien informés quand même. Hein. Voilà, qui sont bien informés. Donc, l'ENSIA 7, qu'on appelle aussi entre nous l'A7, est effectivement une école du réseau de la Fédération Gay-Lussac qui quitte le groupe INP, effectivement, puisqu'ils vont monter une centrale à Toulouse, mais ça restera une école de spécialité dans le futur réseau central. Donc, elle sera toujours dans le giron de la Fédération Gay-Lussac et offrira toujours, c'est une vingtaine de places actuellement, réparties sur 3 parcours, chimie, matériaux et génie chimique. Comme Centrale Marseille, par exemple. Oui, qui est dans notre réseau. Plutôt comme Centrale Lille. Ouais. Ah, ou comme Centrale Lille. Le NSCL, qui est resté. Ouais. Parce que Centrale Marseille, il n'y a plus d'école. L'ENSPICAM n'existe pas. Ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Y a-t-il des portes ouvertes des CPI? Oui, la liste de toutes les journées portes ouvertes des écoles est sur le site internet de la FGL. Donc, les écoles qui ont des CPI, quand c'est marqué JPO, c'est la JPO globale de l'école. Pour certaines, c'est parfois une JPO que pour la CPI. C'est spécifié sur le site internet. Sur la homepage, il y a une actu qui dit toutes les dates des journées portes ouvertes. Vous cliquez, vous avez la liste avec toutes les dates. Alors, quelle est la CPI la plus demandée? Eh bien, la CPI la plus demandée est la CPI qui offre le plus de places, à savoir la CPI de Rennes. Une question sur la carrière en cosmétique. Quelle est l'école préconisée si on est intéressé par la cosmétique? Eh ben, c'est comme pour la pharmacie. Exactement. Voilà. Il y a tous les métiers dans la cosmétique et du coup, toutes les écoles peuvent conduire à travailler dans l'industrie de la cosmétique. Ouais. Voilà, alors, il y avait une question sur les métiers. Si on prend la cosmétique, alors qu'est-ce qu'on peut faire la cosmétique? Eh ben, on peut créer les nouvelles molécules qui vont permettre de faire les nouveaux produits, mais aussi, on peut aussi faire des métiers consistant à analyser les produits pour voir leur toxicité, par exemple. On peut travailler dans la production, parce qu'il y a un moment où il faut quand même bien les produire, ces produits. Voilà. Mais on peut aussi, moi j'avais une élève qui, chez L'Oréal par exemple, elle s'occupait de vérifier que la promesse consommateur était cohérente avec ce qu'il y avait en fait dedans le produit. Donc c'est complètement variable. Vous pouvez faire, vous pouvez assurer les produits, vous pouvez assurer dans les assurances, vous pouvez. Non mais vraiment la chimie, c'est vraiment tous les métiers possibles et inimaginables, de la production, de la vente, ce qu'on disait au départ, hein, de la vente, de la recherche, création de nouveaux produits, création de nouvelles molécules, formulation, c'est-à-dire que si on prend un produit, si on prend un principe actif pour une crème par exemple, et qu'on vous dit, bah, tenez, ça vous le mettez sur la figure et vous allez voir, c'est super, vous n'allez plus avoir de rides, et que vous regardez ce qu'on vous donne, ça ne va pas aller. Il va falloir qu'on mette d'autres choses avec qui vont donner des propriétés d'usage à ce produit, qui vont faire que les consommateurs vont avoir envie de se le passer sur la figure, sur les yeux, sur les cheveux, etc. Donc, vous voyez que les métiers, ils sont vraiment infinis. Vous pouvez avoir de l'intelligence artificielle en cosmétique aussi pour essayer de prévoir quelle est la bonne formulation, le bon
bonne composition de votre crème pour qu'effectivement ça fonctionne. Et au lieu de faire 10 000 expériences, eh bien, l'intelligence artificielle va aider à prévoir quelle est la bonne formulation, le bon mélange, par exemple. Enfin, j'essaye de trouver des… Voilà, sachant que là, l'international rentre en ligne de compte, parce que si on prend le cas d'une crème, les Chinois, les Américains, enfin les différentes parties du monde n'ont pas la même envie de crème. Dans les pays asiatiques, la crème, elle doit être crème, bonne vieille crème, bien épaisse. Alors que si vous allez aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse, ça doit être extrêmement léger. Donc, en plus, les entreprises doivent s'adapter en fait au marketing, je dirais, du pays. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc, vous voyez que c'est infini ce qu'on peut faire. Bonne transition. J'ai lu une question. Comment sont perçus les ingénieurs FGL à l'international? Plutôt bien, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a, du fait qu'il y ait un stage obligatoire, une période en tout cas obligatoire à l'international, il y a une adaptation assez aisée et efficace dans les entreprises qui ne seraient pas situées sur le territoire français. Donc oui, les ingénieurs français en chimie sont relativement bien prisés au niveau international. Nous, à une période, alors là, je ne sais pas actuellement ce qu'il en est, mais à un moment donné, on avait un tiers de nos élèves qui partaient à l'étranger, qui travaillaient à l'étranger, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Indonésie, vraiment partout dans le monde, parce qu'effectivement, ils étaient plutôt attirés déjà au départ par l'international et la formation dans la fédération Gay-Lussac permet effectivement de travailler partout dans le monde après. Maîtriser l'anglais, vous avez de très bonnes compétences scientifiques en sortant d'une école de la fédération Gay-Lussac, vous allez être recherché par les recruteurs à l'étranger. Même encore une question sur une spécialité, cette fois-ci la spécialité chimie médicinale. Quelle est la meilleure école d'ingé pour la chimie médicinale? Bon, ben, même réponse. Voilà, même réponse. Alors, pour la chimie médicinale, donc j'imagine ce qui concerne la pharmacie, il faut quand même savoir qu'en général, le diplôme d'ingénieur ne suffit pas et qu'il faut rajouter, vous m'arrêterez mes collègues si vous n'êtes pas d'accord, il faut rajouter une thèse en général. Hein. Voilà. Pour faire de la recherche et du développement. Oui, pas pour faire de la production, bien sûr. Pour faire de la recherche et développement, oui, il faut. Pour de nouvelles molécules, pour les synthèses, des choses comme ça. Ouais. Mais sinon, c'est toujours pareil. Si vous voulez identifier la molécule qui est active et qui vient d'une plante, là aussi, il faudra avoir fait de la chimie analytique, par exemple. Et puis derrière, une fois que l'analyste a identifié quelle est la molécule qui est active, eh bien, c'est un organicien qui va essayer de la reproduire ou de l'améliorer pour qu'elle soit plus efficace encore que la molécule naturelle. Un formulateur derrière qui va prendre la molécule modifiée par l'organicien pour la mettre en présence des bons composants pour qu'effectivement cette molécule puisse bien être absorbée par l'organisme et gagner en efficacité. Voilà, donc c'est vraiment, ça va, derrière il va y avoir effectivement aussi peut-être des chimistes qui vont essayer de vendre, de distribuer cette molécule. Il va y avoir vraiment plein de métiers possibles dans tous les secteurs, quels qu'ils soient, pour les chimistes. Alors, une question tactique. Peut-on postuler sur Parcoursup pour toutes les CPI ou est-il préférable de choisir un seul centre? Non. On a déjà répondu, mais Oui. c'est intéressant de repréciser. Il vaut mieux choisir les 5 centres. Chaque centre. Voilà, après, c'est des choix personnels et des facilités aussi de mobilité que chacun a. Mais si on postule aux 5 centres, on augmente ses chances d'obtenir une place en cycle préparatoire intégré. Quel est globalement le taux d'admission par rapport aux candidatures en CPI?
On a déjà répondu aussi. Voilà. On a 1600 dossiers, on auditionne 600, 700 étudiants et on retient 270 candidatures. En gros, hein, d'accord, les chiffres, voilà, je ne peux pas vous les garantir à l'unité près, mais c'est l'ordre de grandeur. Et le nombre de candidatures peut être assez variable d'une année à l'autre aussi. Et oui. On est minimum, voilà, un minimum 1600, on va dire. Quel est Et le une programme question de chimie en CPI? Est-ce qu'on peut préciser ça? Le programme de chimie en CPI? Le programme de chimie est assez vaste et varié, c'est-à-dire qu'on va commencer par de l'atomistique, on va faire de la thermochimie, on va faire de la chimie organique, de la chimie analytique, on va toucher un petit peu à tous les domaines de la chimie pour avoir un socle solide pour que derrière, les écoles puissent compléter et construire et développer ces premières connaissances de la chimie dans différents secteurs variés, quoi. Et Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Vincent Ferrière, il y a même du génie chimique dans certaines écoles, on a de la chimie des matériaux dans d'autres. Donc, on ratisse très, très large pour donner un maximum de connaissances et d'introduction à certaines notions pour les élèves de CPI. Et ouais, il y a ça une permet. Vas-y, Anne, parce que je… Juste 2 secondes, juste Non, je t'en prie. les programmes aussi permettent en fait aussi aux élèves peut-être de faire leur choix après d'école, parce qu'effectivement, ils ont balayé un peu toutes les disciplines, à presque toutes les disciplines possibles pendant les CPI. Et donc, ils voient si cette discipline de la chimie leur plaît plus particulièrement, ou si au contraire, ils sont attirés par une autre discipline de la chimie. On peut également aborder notamment des notions de chimie du nucléaire, par exemple, aussi. Enfin, voilà, c'est très, très varié. Alors, il y avait une question un peu technique là. Est-ce que l'inscription, et d'ailleurs c'est une bonne question et je ne sais pas répondre moi, est-ce que l'inscription en parallèle à une licence se fait au même moment que les vœux sur Parcoursup? C'est-à-dire, est-ce qu'en même temps, tu t'inscris Non, On postule aux licences en même temps qu'on c'est postule au CPI. dans la CPI que tu vas voir l'université. Ah oui, ok. Alors ça, c'est sur Parcoursup, hein. Une fois qu'on est admis à l'université, après, tout dépend du centre dans lequel on est. C'est ça. Okay. Mais sur Parcoursup, oui, il faut pas. C'est même plutôt sage de mettre une licence pour avoir un bon point de chute malgré tout. Ouais. Je pense que la question concernait la double inscription. Si on devait la prendre en même temps que son vœu de Parcoursup. Alors nous, à Sigma, on le fait a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois que l'élève est en CPI, il prend une inscription administrative. Là, ça va bientôt se faire au mois de février. Ah tiens, il y a une question. Alors là, justement, j'étais en train de me dire, il faudrait peut-être qu'on parle des biotech quand même. Et je vois, question, est-ce que certaines écoles proposent des formations associant chimie et biotechnologie? Oui. Eh ben, je serais tenté de dire, c'est obligatoire. Mais je vous laisse répondre, messieurs les chimistes. À toi, Anne. Alors, c'est vrai qu'à Strasbourg, on a un diplôme à part. Donc, on prépare à 2 diplômes. Au diplôme d'ingénieur chimiste, CPM, et également un diplôme d'ingénieur Chem Biotech qui se fait du coup en partenariat avec l'école des biotechnologies de Strasbourg. Il y a à peu près 50% de l'enseignement qui se fait à l'ECPM en chimie et 50% de l'enseignement qui se fait à l'ESBS en biotechnologie. Mais il faut quand même être honnête, il y a 3 places qui sont proposées pour ce diplôme-là aux élèves de ces pays de la Fédération Gay-Lussac. Parce qu'il y a très peu il y a 20 élèves dans cette formation Chem Biotech. Mais sinon, en étant chimiste, on peut aussi travailler dans l'industrie avec les biotechnologies. Donc voilà, il y a vraiment, c'est un diplôme qui est assez prisé parce qu'effectivement, il y a vraiment une bonne formation en biotechnologie également, mais les diplômes de chimistes,
abordent aussi des aspects de biologie, de biotechnologie dans leur cursus. Oui, il y a même des majeurs de biotech dans les écoles. Je sais que chez nous, elle s'appelle Sciences du vivant et biotechnologie. Donc, oui, il y a plusieurs écoles, de nombreuses écoles vont vers ce secteur-là également. Voilà, la particularité que l'on a, c'est qu'on aborde les biotechnologies par le biais de la molécule, de la chimie. On avait 2 ou 3 questions sur la différence entre CPI et chémiste. Ah, bonne remarque. Les programmes, au bout des 2 années, sont équivalents et il n'y a pas de différence flagrante. À Rennes, on a introduit en chémiste un cours de géopolitique qui diffère un peu de ce que l'on a du côté du CPI. Voilà. Ce qu'on demande, nous, aux étudiants français qui sont dans la classe chémiste, c'est d'accompagner nos étudiants, nos jeunes étudiants étrangers pour qu'ils s'intègrent au mieux à notre système scolaire, mais également à notre société. Parce que quand vous débarquez de Chine ou du Brésil, eh bien, vous n'avez pas les mêmes codes, vous n'avez pas les mêmes lieux pour aller vous approvisionner, vous réapprovisionner, faire vos courses, avoir des loisirs. Donc, on demande à nos étudiants français, un peu binomés comme ça, d'accompagner et de soutenir également dans les méthodes de travail les jeunes étrangers qui arrivent chez nous. Mais le programme est le même. Je crois qu'il faut réexpliquer ce qu'est chémiste parce que peut-être que certaines personnes qui posaient des questions avaient peut-être bien perçu la différence, mais est-ce que l'un d'entre vous peut réexpliquer? Donc, chémiste, c'est un programme pour les étudiants étrangers, et je vous laisse peut-être compléter. En fait, il y a, si je ne me trompe pas, mais pour moi, il y a finalement à Rennes vraiment une classe qui s'appelle chémiste, qui est à parité entre des étudiants étrangers et des étudiants français. Il y a à peu près 50 dans cette classe, 50% d'étudiants français, 50% d'étudiants étrangers. Et effectivement, les élèves sont binomés, un étudiant français avec un étudiant étranger. À Strasbourg, on n'a pas une classe, on peut considérer comme chémiste, mais on accueille aussi des étudiants étrangers qui sont intégrés dans la classe classique, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette parité en nombre d'élèves français et d'élèves étrangers. Donc, l'intégration des élèves étrangers se fait par les élèves français qui ont une affinité, une curiosité peut-être plus poussée vers la culture, vers les cultures étrangères. Mais voilà, sinon, on accueille aussi des étudiants étrangers dans nos classes CPI. Je ne sais pas si on peut donner plus de précision. Non, je pense que c'est très bien résumé comme ça. Non. L'inscription à chémiste se fait-elle sur Parcoursup? Non. Non, elle se fait au moment de l'audition, en fait, au moment de l'entretien. Je ne sais pas, ça dépend parce que nous, non, je pense que l'inscription chémiste se fait vraiment après avoir obtenu une classe prépa intégrée, le CPI, un CPI de Rennes, en fait. Et là, Rennes demande effectivement à l'étudiant s'il veut être dans une classe chémiste ou dans une classe CPI sans étranger, en fait. Donc, je crois que c'est ça. Parce que nous, à l'audition, on va faire passer des entretiens pour des élèves qui seront peut-être acceptés, du coup, au final, en CPI de Rennes. C'est vrai que nous, on ne pose pas la question sur le choix chémiste ou CPI pour Rennes. Une question sur les entretiens. Ouais. Le nom qui est noté, c'est jury, mais j'ai vu, Anne, que vous disiez audition. Voilà. Qui est-ce qui fait passer cet entretien? Alors, le jury est constitué de 2 personnes. Généralement, c'est des membres de l'équipe pédagogique
et parfois même le directeur des centres CPI concernés. Et les entretiens durent une vingtaine de minutes en général. Et je tiens à préciser que lors de ces entretiens, nous ne sommes pas des snipers. C'est-à-dire que notre intérêt n'est pas de bousculer les élèves, mais de les mettre en confiance pour justement vraiment s'assurer qu'ils ont pleinement conscience de la formation qu'ils choisissent, qu'effectivement, ils vont avoir une école d'ingénieur sans passer de concours, mais ce sera une école d'ingénieur chimiste. Et donc, il faut se renseigner sur ce que c'est qu'un chimiste, quels sont les métiers possibles et quels sont les débouchés possibles. Des questions aussi qui reviennent sur l'accessibilité des écoles, des CPI. Est-ce qu'il y a des transports en commun qui permettent d'y aller facilement? Et est-ce qu'on peut être logé? On a déjà répondu, mais on pose la question sur les logements, les hébergements possibles. Alors, la plupart, les écoles sont accessibles avec les transports en commun, bien sûr, sinon, ça serait quand même compliqué. À Strasbourg, on est à 15 minutes avec un bus à haut niveau de service, donc qui est en voie propre de la gare et du centre-ville de Strasbourg. Donc, l'école est très accessible. Mais je pense que voilà, c'est vrai pour la plupart des écoles. Au niveau des logements, la plupart, nos élèves se trouvent un logement en centre-ville à Strasbourg. Il y a aussi des cités universitaires avec des chambres accessibles par le Crous. Mais c'est vrai qu'à Strasbourg, il n'y a pas sur le campus de cité universitaire avec des chambres réservées pour le CPI de Strasbourg. Par contre, c'est le cas à Rennes. Je crois qu'il y a des cités universitaires à côté de l'école de Rennes, non? Enfin, je sais pas, voilà. Oui, on a les cités du Crous qui sont pas très loin. On n'a pas comment dire, de réservation spécifique pour nos élèves de ces pays. La priorité est donnée aux étudiants boursiers. Par contre, on a également une résidence, même si elle est privée, qui s'appelle la résidence Gay-Lussac d'ailleurs, dans laquelle on retrouve beaucoup de nos élèves de ces pays. Donc oui, ça peut faciliter, mais attention, les places sont... voilà, il faut s'inscrire relativement tôt dans l'année et ne pas négliger cette histoire de logement parce que oui, dans nos grandes villes, ça devient de plus en plus difficile d'avoir du logement étudiant à des prix abordables et raisonnables. Toujours dans le domaine des résidences universitaires, je vois une question directe pour Sigma. Quelle est la résidence la plus proche de Sigma? Je ne connais pas son nom, mais elle est à 5 minutes à pied. On peut descendre en chaussons. Fourrer les chaussons. Oui, oui, bien sûr, surtout en ce moment. On peut encore prendre quelques questions. Mais je pense qu'on a fait le tour. Donc, le live est enregistré. On le mettra sur YouTube demain matin. Vous recevrez un mail avec le lien vers ce live, vers le YouTube, demain dans la journée ou après-demain ou plus tard. Et puis, n'hésitez pas à contacter chacune des écoles si vous avez des questions plus spécifiques, chaque centre CPI. Et vous trouverez des personnes qui répondront à toutes vos questions, des questions précises pour chacun de ces centres. Christine, tu veux dire un petit mot pour conclure peut-être? Oui, que vous pouvez trouver toutes ces coordonnées sur le site de la Fédération Gay-Lussac. Vous avez l'accès à tous les webs de toutes les écoles avec les contacts, tout ce que vous pouvez imaginer. On a essayé de le concevoir pour répondre à toutes les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu ce soir. Alors, un grand merci à tous de vous être connectés et d'être restés avec nous pendant ces 2 heures. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Puis évidemment, un grand merci à mes collègues d'avoir été là. Isabelle, on peut peut-être préciser que notre prochaine intervention sera en mars, je ne me rappelle plus la date. Le 14 mars pour les filières post-prépa et admission parallèle. Donc après un L2, L3. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus, mais je vois que tout le monde s'en va. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et ben, écoutez, bon choix.
et finissez bien votre année de terminale. Et j'espère qu'on vous retrouvera dans nos CPI et dans nos écoles plus tard. Ça sera avec grand plaisir. Merci à tous, très bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci bien. Merci, Bonsoir. au revoir. Au revoir. Au revoir.